Bien, alors, si nous avons terminé, enfin on n'a pas terminé, puisque maintenant, avec tout le travail et les réflexions que nous avons faites, nous avons la chance d'avoir le docteur Jacques Lucas, que j'ai déjà présenté, qui dirige chez nous l'Agence nationale de santé et qui est à la tête d'une, mais il va vous en parler beaucoup mieux que moi, et qui, comme je le disais, est celui qui a énormément débloqué beaucoup de réflexions en mobilisant le Comité national de l'Ordre des médecins. J'étais à un certain nombre de réunions que tu présidais, je me rappelle, où on inversait totalement un certain nombre de concepts, et c'était très utile en définitive. Et là, une véritable réflexion éthique se faisait. Elle se fait d'ailleurs toujours, bien entendu, ne serait-ce que dans ton agence. Mais c'est un plaisir que de la voir, parce que en fait, il nous accompagne depuis longtemps et il fait de l'éthique, bien entendu. Mais le drame, c'est qu'il ne dirige pas une université, il dirige une agence. Et bien, on irait bien tous dans son agence, en quelque sorte. Donc, Jacques, si tu veux bien venir, c'est un véritable ami là, que nous recevons, et je sais que Claude Hurier également l'apprécie énormément. Parce que je vois Claude qui est là, très vigilant, pour après la conclusion, bien entendu, que nous attendrons ensuite. Merci beaucoup d'être là. Écoute, cher Christian, après ce flot d'éloges, je ne sais pas comment je vais m'en tirer. Que tu mérites. Écoute, merci beaucoup d'abord de m'avoir convié. Effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Je suis interniste de formation avec une double qualification de cardiologie et de néphrologie. Et à travers mon parcours, je me suis toujours intéressé à l'éthique médicale et à la déontologie professionnelle. Je me souviens d'ailleurs qu'une de mes grandes questions, qui est en dehors, pas tout à fait d'ailleurs, de l'intelligence artificielle, avait été de savoir si une personne démente de 92 ans et qui avait fait une syncope par un bloc auriculo-ventriculaire devait avoir ou non un pacemaker. C'est évidemment une interrogation qui est de nature éthique par rapport au principe de la science, mais qui est encore plus éthique par rapport au respect de la dignité de la personne. Ah, bah tu vois, non, je ne savais pas. Je ne le savais pas. Et puis ensuite, j'ai été élu au Conseil national, dont j'ai gravi finalement, j'allais dire, tous les échelons, passionné par le fait qu'il fallait faire rentrer dans la déontologie professionnelle les évolutions de la société, les demandes de la société et les évolutions des technologies. Et j'ai donc été premier vice-président et délégué général au numérique du Conseil national de l'Ordre. Et quand j'ai cessé ma fonction, Madame Buzyn, qui était alors ministre des Solidarités et de la Santé, m'a demandé si je voulais prendre la présidence de l'Agence du numérique en santé nouvellement créée, qui est une fonction plus honorifique, si je puis dire, qu'une fonction opérationnelle, puisque le président n'a pas de pouvoir de décision qui sont dévolus à la directrice générale. Mais enfin, on peut parfois ne pas avoir de pouvoir de décision, mais exercer en quelque sorte un magistère d'influence que je continue d'essayer d'avoir, et notamment vis-à-vis de mes consoeurs et confrères médecins, mais plus largement vers les professionnels de santé en général et en relation, bien évidemment, avec les patients. Face à la diffusion annoncée de l'intelligence artificielle dans leurs pratiques, les médecins et les autres professionnels de santé sont au moins perplexes et souvent désemparés, le plus souvent sceptiques, se réfugiant même derrière « oh là là, vous savez tout ça, on aura cessé d'exercer avant que ça arrive », avec une pointe d'appréhension, voire d'inquiétude. Ils ont conscience des enjeux que cela pourra induire, d'une part, sur la transformation de leur métier, des contours du métier et des contenus du métier, en craignant d'autre part, et là on voit poindre une sorte de corporatisme, l'appropriation d'une partie de leur savoir-faire par d'autres professionnels de santé, et voire par des usagers, malades ou non d'ailleurs, grâce à l'utilisation d'applis devenues intelligentes. C'est-à-dire que le docteur qui sait tout, puisqu'il est issu de l'université, il est docteur de l'université, se verrait contredit
ce qui est déjà d'ailleurs un peu le cas par la consultation d'informations sur Internet, mais bien pire, se trouverait contredit par un dispositif intelligent qui viendrait lui dire « Docteur, vous avez tort, car la machine intelligente m'a dit que, etc. » Je vais développer ça un peu plus tard. Cette réaction est compréhensible car elle est vécue comme un changement potentiellement radical du modèle socio-médico-économique, car là se trouve quand même la vraie réalité des résistances au changement en matière de santé. Et je vais dire secondairement, je m'avance peut-être un peu, mais comme une intrusion déshumanisante contraire à la tradition hippocratique. Or, en fait, qu'a fait Hippocrate ? Hippocrate a dit que les maladies n'étaient pas liées à une intervention divine ou maléfique et qu'il fallait faire des sacrifices individuels, voire collectifs, aux dieux pour que les maladies disparaissent. Hippocrate a observé le monde et a constaté que dans le biotope, il y avait, où l'homme vivait, avec des animaux d'ailleurs, effectivement, mesdames, il y avait des recherches, des causes, des origines des maladies. Je suis intimement persuadé que Hippocrate de nos jours serait un Hippocrate numérique, sans vouloir faire de jeu de mots sur Hippocrate, mais j'en suis tout à fait persuadé. Nous vivons dans ce monde-là, et il ne faut pas voir le monde qui est en train d'advenir comme porteur de grandes catastrophes, cela peut arriver, de grandes catastrophes, mais comme une avancée de l'humanité, à nous bien sûr, sur le plan éthique, de faire en sorte que les choses évoluent dans le sens que l'on souhaite. À travers de nombre de publications de l'ordre que Christian a évoquées, que j'ai coordonnées, qui étaient consacrées au numérique en santé et aux usages d'Internet, le message a été de démontrer que si le numérique nécessitait une réflexion éthique étendue, les usages concrets devaient répondre aux exigences d'une déontologie professionnelle opérante et non pas incantatoire, d'une déontologie professionnelle opérante dans ce nouveau domaine. Et nous sommes en attente d'une déontologie professionnelle face au numérique en général, mais à l'intelligence artificielle en particulier. Et dans mes fonctions, du coup, de président de l'Agence du numérique en santé, j'ai beaucoup insisté pour que nous envisagions de faire rédiger, puisque c'est pas l'Agence n'en a pas elle-même les compétences, un code de e-déontologie, de déontologie appliquée au monde numérique dans lequel nous sommes, qui s'adresserait bien sûr à la déontologie des professionnels de santé, mais qui serait également étendu à une déontologie des industriels, puisque les industriels ont pour fonction de fabriquer des machines et de les vendre. Mais que les industriels peuvent être de braves gens, mais leur orientation est aussi d'un modèle économique à développer autour de leur projet. Et il peut y avoir des modèles économiques, mais qui doivent obéir à une certaine déontologie dans une société organisée. C'est bien sûr pas aux médecins de dire aux industriels « voilà votre déontologie », pas plus qu'aux industriels de dire aux médecins « voilà quelle est votre déontologie ». Cela relève des autorités régulatrices de l'État. Il en a été de même de ma réflexion sur le numérique en matière d'intelligence artificielle, puisque le Conseil national de l'ordre avait validé pour publication un document qui s'appelle « Le médecin et le patient », dans le monde des data, des algorithmes et de l'intelligence artificielle, de publication assez récente, puisque c'est 2018, et qui n'a pas encore trop vieilli. Une transformation profonde des exercices est en train d'advenir à petites touches par l'émergence progressive de l'utilisation du numérique et du traitement des données massives. Le Comité consultatif national d'éthique a d'ailleurs publié sur ce sujet-là ses avis 129 et 130 préalablement à la loi de bioéthique, et j'avais d'ailleurs été très honoré d'avoir contribué aux travaux préliminaires de la délibération du Comité consultatif national. Les livres et les réseaux sociaux, les blogs, la presse scientifique comme celle destinée au grand public abondent de communications et d'articles consacrés à l'intelligence artificielle, mais ils flattent plutôt l'ego de leurs auteurs
qui les diffuse quand même à grand tirage, ce qui témoigne de l'intérêt du sujet, mais aussi de l'inquiétude des populations, lorsque certains publient La médecine sans médecin, La guerre des intelligences artificielles, ou de façon plus raisonnable, me semble-t-il, l'apocalypse numérique n'aura pas lieu. Tout cela et ces opinions contradictoires, voire nuancées, suscitent bien sûr une inquiétude importante de la population et des professionnels de santé en général face à aux nouveaux enjeux qui arrivent, qui sont identifiés. Les colloques ne manquent pas non plus, tantôt enthousiastes, tantôt plus critiques ou du moins réservés, et s'exprime ainsi un monde nouveau qui est déjà présent, alors que l'ancien monde n'a pas encore disparu. Dans cet entre-deux s'expriment des opinions diverses sur l'alliance entre l'homme et la machine, où se retrouverait la science, evidence-based medicine, sur l'humanisme médical qui viendrait tempérer cette evidence-based medicine et faire une médecine plus personnalisée que ce que les protocoles veulent indiquer, et de numérique en santé. Les textes juridiques adaptés seraient plutôt rassurants. Mais en réalité, il n'y en a pas. Il y en a un seul en matière, bien sûr il y en a sur la protection des données, le règlement général sur la protection des données, mais l'hébergement des données. Mais il n'y en a pas de ce que l'on fait au niveau du traitement des données personnelles de santé. Le traitement des données personnelles de santé, lorsqu'une personne rentre dans un établissement ou va dans un cabinet médical, elle consent bien sûr à ce que on recueille ces données personnelles de santé, puisque la finalité première à partir de cela est de la traiter. Et que bien évidemment, d'ailleurs, l'intelligence artificielle, j'y reviendrai dans un second temps, pourrait y contribuer. Mais elle ne consent pas pour autant à ce que ces données personnelles de santé, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, puissent être utilisées à des finalités secondaires, puisque le but du recueil des données initialement est de traiter. Et que la finalité secondaire, elle peut être de deux sortes. Soit les données personnelles de santé sont cédées à des fins médico-économiques. Si les données sont strictement anonymisées, on peut considérer qu'il n'y a pas véritablement de réflexion éthique, encore qu'elles sont vendues alors qu'elles ont été recueillies à titre gratuit à partir d'une personne qui n'en bénéficie pas, en tout cas sur le plan économique. Le deuxième axe, qui est bien sûr très important, est celui de la recherche. Et que bien évidemment les données personnelles de santé, si elles sont déidentifiées, peuvent être utilisées à des fins massives afin de nourrir des processus d'intelligence artificielle dont le citoyen pourra secondairement bénéficier, puisque si la science progresse, le citoyen sera mieux traité. C'est bien au niveau de cette équation que doit se situer la réflexion éthique dans une société qui actuellement, une société française en tout cas, qui actuellement s'est repliée sur un individualisme extrêmement important. Or, il est quand même bien indiqué que les professionnels de santé exercent leur art au service de l'individu et de la santé publique. Et ce n'est pas un « et » qui est subsidiaire, on aurait pu dire, au bénéfice de la santé publique et de la personne malade, on a mis en sens inverse. On considère d'ailleurs, on voit bien d'ailleurs que dans les pays anglo-saxons ou en Amérique, la santé publique, ou plus exactement la marchandisation des données, disons les choses comme elles sont, existe en tout cas en Amérique, bien qu'elle n'existe pas en France, et que le monde anglo-saxon s'intéresse plus à la santé publique ou au fonctionnement des systèmes qu'aux soins. Il s'intéresse également aux soins, mais la santé publique tient une place très importante, ce qui n'est pas encore le cas en France. En tout cas, le rythme rapide de diffusion du numérique au sein de notre système de santé est un fait majeur, structurant et irréversible. Il ne sert à rien de s'élever contre,
il sert à quelque chose d'avoir des arguments, et il sert encore plus à quelque chose que ces arguments soient suffisamment convaincants pour qu'ils rentrent dans l'esprit du politique et que, à travers les lois et les règlements qui vont s'appliquer, la société se retrouve ainsi structurée. D'une part, le numérique peut permettre des renforcements de la qualité et de l'efficience de notre système de santé grâce au pilotage par des moyens utilisant les données massives. On l'a d'ailleurs bien vu à l'occasion de la pandémie, mais nous avons également bien noté que nous sommes dans une sorte de flou, puisque les données ont été utilisées sans que le patient y consente expressément, alors que ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire et que la vaccination ne l'était pas non plus. Là, il y a eu une sorte de législateur, ou le législateur, où il a peut-être été un peu timoré pour ne pas imposer cette situation qui aurait eu au moins le bénéfice de la clarté et aurait peut-être évité également une certaine division de notre société entre les pro-vax, les anti-vax et toutes les conséquences qui en ont résulté. D'autre part, et à titre d'exemple, l'intelligence artificielle et le traitement massif des données permet, par la reconnaissance d'images et l'apprentissage machine, trouve à s'appliquer largement en radiologie, dermatologie, ophtalmologie ou encore oncologie. Des exemples multiples en ont été donnés avec une très grande efficacité. Dans toutes ces disciplines, les performances de diagnostic des algorithmes arrivent à dépasser désormais fréquemment celles des professionnels. Mais je voudrais attirer là l'attention sur le fait des protocoles et de la décision algorithmique. La décision algorithmique est en fait une décision de nature statistique, c'est-à-dire que la machine, nourrie par des données, amène à considérer que c'est cela qu'il faut faire. Mais c'est pas parce que la machine dit que c'est cela qu'il faut faire que c'est effectivement ce qui va être fait, parce qu'on ne serait plus alors en présence d'une personne, mais en présence d'un individu qui ne serait que le réceptacle de données de santé et que l'on traite finalement de manière automatisée à partir de ces données de santé. Que faire alors d'un patient qui refuserait le diagnostic et l'attitude à tenir posée par la machine? Mais que faire également, et c'est une interrogation des professionnels, de transgresser, puisqu'ils le vivent actuellement comme cela, de transgresser ce que la machine leur aura dit de faire. Ce qui est quand même, excuse-moi d'utiliser cette expression, cher Christian, le magister dixit. Autrefois, le magister dixit et l'élève obéissait servilement. C'était bien. Oui. Oui, mais néanmoins, c'est primo purgare, deinde segnare, et ensuite, je ne sais plus, purgare. Donc, bene, 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 disait le maître. Néanmoins, là, le maître, finalement, serait transformé par une image virtuelle, serait virtualisé comme une machine donnant une instruction aux professionnels de santé, avec derrière une armada juridique qui arriverait et qui poserait aux professionnels de santé des questions de contentieux et de responsabilité engagée parce qu'ils n'auraient pas respecté les conclusions qui étaient portées par la machine. On voit donc bien qu'il y a là également toute une interrogation juridique et éthique, puisque finalement le droit doit aussi reposer sur une réflexion éthique relative, dans la société, que ce soit en matière de santé ou non. Alors je ne veux pas être trop long dans cet exposé. Je vais faire un peu court maintenant et dire que le Comité consultatif national d'éthique, auquel j'ai fait référence tout à l'heure, dans ses avis 129 et 130, permet d'identifier les points suivants. L'insuffisance du recours au numérique dans la prise en charge des patients pour la recherche ou pour soutenir le développement du pilotage du système de santé par les données peut induire, sur une large échelle, des situations non éthiques au sein du système de santé. Donc le refus du numérique peut effectivement avoir des conséquences qui sont non éthiques. Le deuxième point, comprendre sans opposer les enjeux
entre la protection des données personnelles de santé et la nécessité de leur partage en matière de coordination des soins, comme de conséquence de la situation sanitaire de la collectivité, comme nous avons pu le constater dans la gestion d'une situation de crise. Relever que la diffusion du numérique en santé peut induire de nouvelles inégalités en matière de santé et d'égal accès aux soins, par la télésanté notamment. Nous avons quand même des zones qui sont actuellement non couvertes par le numérique. Comment va-t-on aller parler d'intelligence artificielle aux patients qui y résident? Les propositions de décision fournies par un algorithme pourraient altérer le libre arbitre de la décision médicale partagée entre le médecin et le patient. C'est ce que j'ai un peu évoqué préalablement. Les propositions algorithmiques de diagnostic fournies par le traitement des données massives pourraient induire un risque de minoration de la prise en compte de situations individuelles. L'algorithme donne le traitement généralisé à tout le monde pour le cancer de la prostate. Vous avez un cancer de la prostate, eh bien voilà ce qu'on fait. Oui, mais c'est une forme particulière, non, circulez, je ne veux pas le savoir. Voilà quel est le diagnostic. Dans cette évolution des choses et dans notre réflexion, les professionnels de santé sont-ils des freins? C'est très difficile de répondre à cette question parce que c'est présenté un peu les professionnels, ce serait présenter un peu les professionnels de santé comme des conservateurs. Mais enfin, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on perd et on ne sait pas surtout si l'avenir sera mieux. Les professionnels de santé parfois se réfugient ou ont plus exactement sur leurs épaules le poids de la tradition et s'en réfèrent, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, à Hippocrate qui sûrement aurait dit « Que devient le secret médical ?» dans la collecte des données de santé. Il faut dire que les professionnels de santé sont peu formés au numérique en général et aux sécurités des accès aux entrepôts. On sait très bien d'ailleurs que les hackers des systèmes d'information, une des premières des failles d'ailleurs, c'est souvent le non-respect des sécurités informatiques qui entraîne l'intrusion dans le système d'information. Fort heureusement, il y a actuellement une prise de conscience à la fois du ministère et de l'université pour que les humanités numériques, on va les appeler comme ça, fassent partie de la formation initiale de l'ensemble des professionnels de santé et de leur formation continue. Ce qui est un élément très important puisqu'il y a maintenant une direction de projet à la délégation ministérielle au numérique en santé spécialement consacrée à cet aspect des choses. Mais on peut observer que l'université, enfin tout au moins l'université française, je me tourne vers nos amis québécois, n'a pas été à la pointe des évolutions pour enseigner l'intelligence artificielle, d'une manière globale. Il y a eu des universitaires, bien sûr, qui s'y sont intéressés, mais de façon un peu isolée. Le troisième point qui retient les professionnels de santé, c'est la question de la marchandisation des données. Et le comité consultatif d'éthique, comme le Conseil national de l'ordre des médecins, avait bien sûr exprimé un aspect négatif et que les données de santé doivent être données librement. Quand on fait d'ailleurs des enquêtes d'opinion, les citoyens disent constamment qu'ils sont prêts à donner leurs données sous réserve que cela ne serve pas à une discrimination les concernant et que ça n'aille pas, c'est vraiment une des craintes permanentes, que les assurances maladie, qu'elles soient obligatoires ou qu'elles soient complémentaires, ne discriminent finalement, ou ne fixent leurs primes, pour parler plus simplement, en fonction du risque que cela attesterait. Le quatrième point est la responsabilité face à la machine dotée d'une intelligence artificielle. Il faut bien sûr réaffirmer que le professionnel de santé reste responsable de sa décision et que ça n'est pas la machine qui est responsable, sauf s'il peut prouver bien sûr qu'elle avait un défaut. Et l'autre point, qui est une question qui apparaît maintenant, ce qui montre quand même l'intérêt des professionnels de santé pour cela, c'est que l'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait être considérée comme par un juge en contentieux, faire partie de l'obligation de moyens.
et que pour cela, il conviendrait bien évidemment que les différents corps des spécialités définissent en fait les bonnes conduites à tenir en matière de telle ou telle situation. Nous avons contacté les collèges nationaux des spécialités médicales, le collège de la médecine générale, afin qu'ils se penchent de façon active sur ces sujets-là. Les sociétés savantes devraient aussi, bien évidemment, et la Haute Autorité de Santé devrait émettre des recommandations qui seraient des recommandations opposables en la matière. Là, je l'ai déjà évoqué, mais le 5e point, c'est la perte du primat de leurs connaissances. Ils peuvent avoir le sentiment, en particulier pour les médecins généralistes, qu'ils ne sont plus sur un piédestal, qu'une infirmière ayant un outil d'intelligence artificielle deviendra quasiment un petit docteur, et que même les patients, que je l'ai évoqué tout à l'heure, ayant un moyen d'intelligence artificielle dans leur poche, Pocket Doctor, pourra venir dire... Une des interrogations éthiques, d'ailleurs, à mon sens, sur le libre accès à ces outils, c'est que, en rentrant un certain nombre de données sur une application intelligente, qui pourrait d'ailleurs être reconnue comme un dispositif médical, qui pourrait aller jusque-là, fournirait un diagnostic, un pronostic et éventuellement suggérerait un traitement. Est-ce qu'une telle application peut être mise librement sur le marché, à l'usage de tous, pourrait se trouver à la FNAC, encore qu'à la FNAC, ce ne serait pas un dispositif médical, mais dans une officine, ça pourrait l'être. Ça pose une interrogation. Et là, il faut y avoir une réflexion éthique qui va regrouper pas spécialement que des éthiciens ou des professionnels de santé, des usagers aussi. La réflexion doit être très vaste, parce que si vous apprenez vous-même face à face avec votre smartphone que vous avez renseigné, que vous avez un cancer du pancréas, que la médiane de survie est de 18 mois et qu'il n'y a pas de traitement, je pense quand même que sur le plan humain, il y a quelque chose qui est quand même un petit peu violent. Et puis, bien sûr, ma conclusion va être un peu plus triviale. J'aurais pu encore parler très longtemps parce que je n'ai fait qu'effleurer un certain nombre de sujets. C'est que les professionnels de santé en France, dans le secteur libéral en tout cas, sont rémunérés à l'acte. Et que bien évidemment, ils voient l'arrivée du numérique, les délégations d'activités et l'arrivée de l'intelligence artificielle comme un problème pour eux, posant une question relative à leur mode de rémunération dans le cadre d'une rémunération à l'acte. Je vous avais bien dit au départ que là, je sortais de l'échelle philosophique et éthique pour rentrer dans des aspects plus triviaux, mais dans la vie quotidienne, c'est un peu comme cela. Voilà ce que j'avais à dire comme témoin. Merci beaucoup de m'avoir entendu. On ne va pas discuter le témoin qui nous apporte totalement... Tiens, Jacques, le ministre t'appelle, Jacques. C'est le ministre qui t'appelle, je vois là. Il y a marqué Véran, ça doit... Tu lui diras bonjour de ma part. C'est bien. On a des personnes influentes à l'Université de Paris. Bien, Michel, on en arrive à la conclusion et nous avons voulu tous les deux dans ce programme que ce soit Claude. Et c'est un grand bonheur. Ne veux-tu pas présenter qui est Claude à tout le monde? Nous t'écoutons, Michel. En mettant le micro, c'est mieux, Michel. Heureusement, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit avant d'allumer le micro. J'ai dit, oh mon Dieu, présenter Claude. Alors, Claude, je l'ai surtout connu au Comité international de bioéthique, alors que j'étais présidente, et il est venu participer à nos délibérations et il a apporté une contribution fantastique. Et je l'ai connu avec les années durant ce temps-là. Et puis, on est devenus amis, en quelque sorte. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais je crois que oui. Parfois, on s'écrit, c'est rare, mais on s'écrit. Et j'ai appris qu'il avait fait les lois de bioéthique, tout ce qu'il avait fait dans son poste de sénateur, et ce qu'il a fait par la suite en participant à plusieurs conférences où il était. Et il apporte toujours une réflexion
très pertinente et très originale. Alors, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va dire. Alors, lorsqu'il a participé au comité, à la suite de ça, il m'a dit, bon, alors, Michel, tu dois avoir la Légion d'honneur. Alors là, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais un jour, après quelques années, j'ai reçu une lettre comme quoi j'avais la Légion d'honneur. Alors, j'étais très honoré d'avoir cela. Alors, Claude, je ne sais pas si j'ai pas ton CV devant moi. Je ne savais pas que je devais te présenter. Mais la première fois que je l'ai vu ici, c'était une conférence. On a fait une conférence ensemble. Et il a dit, ben, vous savez, il a dit au début de sa conférence, vous savez, je suis déjà allé au Québec. J'étais allé faire quelque chose, je crois qu'il a dit, à l'hôpital Saint-Sacrement. Michel, vous devez connaître ça. J'ai dit, mais oui, je suis né à l'hôpital Saint-Sacrement. Alors, on a toujours été des bons copains et j'admire beaucoup son intelligence et sa clarté d'expression et sa vision. Alors, j'ai bien hâte de l'entendre. Voilà, Claude, je pense que c'est à toi, là. Bon, ben, il était temps que ça s'arrête. Hein. Merci beaucoup de m'avoir introduit d'une façon aussi amicale. Ça me met un peu à l'aise, alors même que le sujet que je dois traiter au terme de ces 2 journées est un sujet qui m'inquiète beaucoup. Parce qu'au fond, ce qui apparaît en fond, c'est le fait qu'il y a une sorte de sous-estimation de l'importance des bouleversements entraînés par l'intelligence artificielle, qui font partie d'ailleurs d'un ensemble qui est le transhumanisme, et curieusement aussi, les références internationales sont très rares. Encore à l'instant, lorsque j'ai entendu parler des conclusions et de l'avis du CCNE, auquel j'ai été très heureux d'appartenir, il y a une vision finalement très française, franco-française, alors que maintenant le problème n'est plus là, et que les problèmes posés par l'éruption de l'intelligence artificielle sont des problèmes universels. Autrement dit, on n'est pas seulement dans un changement un changement de paradigme, mais on est dans un bouleversement fondamental de la société. Et ça, je crois que ça n'est pas suffisamment ressorti, en tout cas des éléments auxquels j'ai insisté avec une attention soutenue depuis 48 heures. On a changé de société et au fond, on pense encore, on réfléchit à des dispositifs de transposition. Et c'est fini. C'est la rupture, ce n'est plus une transposition. J'ai été très très touché par les inquiétudes de Bénédicte hier lorsqu'il a parlé du chaos de l'éthique et du droit. Mais ce chaos, c'est le bouleversement lui-même qui entraîne le chaos. Et se tirer l'affaire et rebâtir quelque chose en partant de rien, c'est un produit, on perd à tous les ans. On est dans une société aussi où la régulation qui intervenait au plan, y compris international, le comité international de l'UNESCO en est un exemple, ces dispositions de régulation ont disparu. Et ça me paraît aussi un des bouleversements fondamentaux auxquels, finalement, je ne sais pas dans quelles conditions on va pouvoir répondre. On était dans un système, il faudrait aussi réfléchir à la place de l'éthique. On continue de parler d'éthique, mais pour nous, l'éthique, c'est un questionnement. On sait très bien que c'est un questionnement qui s'appuie sur des valeurs, et ces valeurs, elles ne sont pas universelles. On sait très bien. Or, maintenant, on se demandait aussi l'innovation, pourquoi le sens. Maintenant, la perte du sens est, à mon avis, une des faiblesses les plus inquiétantes du système actuel. Alors, parmi la vingtaine de communications dédiées à l'intelligence artificielle en santé, qui ont retenu notre attention au long de ces 2 journées, une référence plus ou moins explicite a été faite à l'éthique dans un tiers d'entre elles. À ce sujet, je rejoins le philosophe Jean-Michel Bessier, pour qui l'intelligence artificielle signifie le consentement à une certaine déshumanisation. Il va plus loin, et je le suis, lorsqu'il écrit que les patients sont également influencés par l'intelligence artificielle. Je le cite,
Ce sont sans doute les plus grands promoteurs de ces nouvelles technologies. On leur promet de vivre plus longtemps, voire de devenir immortels. Comment pourraient-ils résister? Mais en se livrant à la machine, ils acceptent d'être traités comme des machines, d'être considérés comme de simples conteneurs à gènes et à organes. Fin de citation. Les citoyens sont de plus en plus conscients qu'ils contribuent à alimenter la machine par l'exploitation de leurs données. Depuis le scandale Cambridge Analytica de 2014, qui portait sur les données de plus de 50 millions d'utilisateurs de Facebook, détournés sans leur autorisation, malgré le RGPD, dont je vois les contraintes sans en voir les qualités, ils s'interrogent sur la protection effective de ces données, mais en fait, ils acceptent d'être dépossédés de leurs droits, y compris le droit de dire non, puisque c'est pour leur bien, et de devenir ainsi des aliénés. Cette attitude est ambiguë, comme en témoigne l'explosion que connaissent les objets connectés au nombre de 80 à 100 milliards dans le monde, concentrés dans quelques entreprises, dont Google et Apple. On s'y précipite sans se poser les questions. Connectés à quoi? Connectés à qui? La taille du marché des big data dans le secteur de la santé devrait atteindre entre 53 et 69 milliards de dollars d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel de 27%. Les big data gonflent à vue d'œil et assurent le développement et les progrès de l'intelligence artificielle, non seulement en santé, mais dans tous les domaines de l'activité humaine. Se préoccuper de l'éthique de l'intelligence artificielle en santé est courageux, mais utopique, car le système régulé qui préexistait a vécu. Le questionnement éthique portait sur l'interrogation suivante: ce que permettent la science et le progrès respectent-ils l'autonomie de la personne, sa liberté, son consentement? Est-ce pour son bien? Est-ce pour le bien de tous? Autrement dit, tout ce qui est possible est-il permis? Les instances de réflexion et de régulation peinent désormais à se faire entendre et craignent d'apparaître comme des freins au progrès. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les 30 pages de la recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle de l'UNESCO, rendue publique en novembre 2021, n'apportent pas de réponse. La phrase suivante permettait d'espérer, je cite, « Il est du devoir de l'UNESCO de ne pas s'en tenir à de simples principes abstraits, mais de déployer des mesures opérationnelles stratégiques dans toute leur pluralité. Attendons pour voir. » Excusez-moi, moi je suis positif depuis 48 heures. En janvier 2017, a émergé à Asilomar une intelligence artificielle bienveillante qui a mobilisé 1 millier de scientifiques. Une charte de 23 principes a été signée par 2000 chercheurs, des GAFAM, mais aussi d'universités, du CNRS et de la NASA. À noter, 30 ONG qui participent au débat public de l'antitrust aux États-Unis ont été invités et financés par Google. Un guide éthique et pratique à portée universelle a pour objectif de maîtriser les débats éthiques sur l'intelligence artificielle. Il prend en compte, entre autres, des propositions des industriels, dont Apple et Google. 1 milliard de dollars sont destinés à permettre la mise en œuvre d'une autorégulation éthique des techniques d'intelligence artificielle. Je dis bien une autorégulation éthique. Il est vrai qu'en France, le rapporteur de la récente loi de bioéthique à l'Assemblée nationale définissait ainsi cette éthique nouvelle, je le cite: « Je défends une éthique de liberté, une bioéthique progressiste à la française. Pour lui, tout ce que la science rend possible
doit être réalisé. Le premier des 23 principes de la charte d'Asilomar est clair et abscons. Je suis presque au bout, hein, heureusement pour vous et ton. Est-ce que tu as de l'eau? Ah oui. Voilà, merci de m'avoir donné une petite pause. Je disais, une bioéthique progressiste à la française, pour lui, donc le rapporteur français de la loi de bioéthique, tout ce que la science rend possible doit être réalisé. Est-ce encore de l'éthique? Le premier des 23 principes de la charte d'Asilomar est clair mais abscons. Il définit l'objectif de recherche dans les termes suivants. Le développement de l'intelligence artificielle ne doit pas servir à créer une intelligence sans contrôle, mais une intelligence bénéfique. Alors, dormons tranquilles, les GAFAM veillent. Je vous souhaite de bons rêves. Merci. Merci Claude, tu es toujours aussi... tu poses toujours aussi les bonnes questions, mais toujours un peu sceptique. Moi, je dis toujours que dans mon coffre d'outils, j'ai 2 outils. Le scepticisme pour poser les questions et la vision pour avoir quand même une vision générale, un objectif de ce qu'on veut sauver. Donc, je trouve que ça aide à vivre. Alors, je pense encore qu'on peut avoir une vision du futur de l'intelligence artificielle qui sera, comme on dit toujours, faire le meilleur et éviter le pire. Enfin, mais merci beaucoup, Claude, c'était très bien. Alors, je passe la parole à Christian. Christian. En tout cas, mais oui, et je suis heureux de conclure la conclusion de la conclusion, c'est-à-dire les remerciements à tous ceux qui ont suivi pendant ces 2 jours, bien sûr ceux qui sont intervenus, ceux qui sont restés chez eux en visio et qui ont bénéficié, malgré leur agenda, à des moments où ils pouvaient en effet s'associer à nous. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que le discours de Claude, nous devons, je dirais nous les plus jeunes, et surtout les plus jeunes que nous, le prendre comme un discours de responsabilité, d'appel à la responsabilité. Tout à fait. Et là, nous avons à développer ce regard critique que justement les médecins ont tout le temps été capables dans la pesée de leurs décisions et qui devrait théoriquement sûrement être source de propositions, certainement, du moins je l'espère, mais seront-ils écoutés? Je ne sais. En tout cas, il y a là l'obligation que tous participent, et ceci est un projet politique, c'est une vision politique à laquelle Claude Huriet nous transporte, et c'est bien sûr à nous tous de la construire, avec lui bien entendu, pour nous conseiller encore l'année prochaine, si Claude, tu veux bien, nous bénéficierons justement de ce sens critique que tu sais autant développer sans pour autant nous paralyser. À bientôt tous, si vous voulez bien. Je voulais poser quand même une question, encore, si tu veux bien. Je t'en prie. Lesquels d'entre vous ont entendu parler de cette conférence d'Asilomar? Est-ce que ceux qui... J'ai 4 sur une dizaine que nous sommes en présentiel, mais donc quand même il y a des éléments, et je me rajoute, on est à la moitié, donc il n'y a pas de désespérance. Non, je crois qu'il faut une réflexion vers l'avenir de prospective, sûrement interdisciplinaire, et qui nous remettra sûrement le chariot dans les rails ou dans les rails que cette société aura choisis. Enfin, là, c'est une création qui est demandée. C'est ton discours et c'est bien. En tout cas, je tiens encore à te remercier
Et donc, avant, nous nous verrons entre-temps, mais l'année prochaine, tu es déjà requis pour la conclusion. À bientôt. Et merci à tous nos amis canadiens, c'est génial. Mais l'année prochaine, vous serez là, j'espère. Hein, Mylène, rassure-nous, Mylène. Recording stopped. Oh. On a déjà hâte. Oui. Non, mais Christian, si on n'est pas là, cette fois-là, on le fait à Montréal. Donc, vous serez sur l'écran avec des heures décalées et nous, on prendra... Pourquoi pas, on l'a déjà fait une fois. Ah oui, ben oui. Je vous embrasse. Nous aussi. Bye.